les vertébrés, le pouvoir de régénération est beaucoup moins important que chez ces espèces que j'ai sélectionnées pour vous raconter ces phénomènes qui sont quand même assez curieux. Et les vertébrés, ce sont les poissons, les amphibiens, les reptiles, les oiseaux et les mammifères. Reptiles, oiseaux et mammifères, ce sont des animaux qu'on appelle amniotes parce qu'au cours du développement embryonnaire, ils ont une membrane particulière qui est l'amnios. Les autres, c'est des anamniotes. Alors, ils sont plus primitifs. Les poissons sont capables de régénération. Les poissons, ça a été étudié par exemple chez un poisson qui est utilisé beaucoup comme modèle expérimental en biologie, appelé le poisson zèbre, et on s'est aperçu qu'on pouvait régénérer une partie de son cœur. On coupe le cœur en deux et il est un peu fatigué pendant quelques jours, le poisson, mais il régénère la partie du cœur qui manque. Et il peut régénérer les nageoires, il peut régénérer différentes parties du corps. Les amphibiens, et il y a deux catégories d'amphibiens. Il y a ceux qui conservent leur queue au moment de la métamorphose, on les appelle les urodèles, ce sont les salamandres, les tritons. Et puis il y a ceux qui perdent la queue et qui sont des animaux qui vivent la vie adulte comme animal terrestre, ce sont les anours, c'est-à-dire les grenouilles, les crapauds. Les urodèles gardent la capacité de régénérer certaines parties du corps pendant toute la vie, tandis que les anours n'ont cette capacité que pendant la période où ils sont larvaires. Alors les reptiles, et certains reptiles possèdent des capacités de régénération, par exemple la queue des lézards. Les oiseaux, non, mais les mammifères, il y a quelques capacités de régénération qui sont observées, en particulier chez le mammifère très jeune, on peut voir la régénération de doigts, d'extrémités du doigt. Ça existe même apparemment chez le fœtus humain. Je vais vous raconter les expériences qui ont été faites sur la régénération du membre de la salamandre. Le membre régénère très facilement, mais on a découvert aussi qu'on pouvait régénérer une partie de la mâchoire, on pouvait régénérer l'œil et par conséquent des organes complexes. Quand on ampute le membre, vous voyez, on a donc un moignon. Chez les vertébrés supérieurs comme nous, le moignon reste tel quel. Il se cicatrise grâce à la croissance régénératrice de l'épiderme qui recouvre la blessure, mais il ne régénère pas. Tandis que chez la salamandre, on voit voir apparaître à la surface de section une petite proéminence qui ressemble étrangement au blastème de régénération que l'on voyait pousser sur la planaire. Et puis, on voit que ce blastème de régénération est l'objet de remaniements cellulaires très importants. Et quand on regarde ce qui se passe, l'os, les nerfs à l'endroit de la section ne restent pas tels quels, mais ils se dédifférencient. Les cellules musculaires, par exemple, qui sont des fibres multinucléées, elles deviennent des cellules mononucléées, c'est-à-dire qu'elles reviennent à un stade où elles étaient avant de se fusionner pour faire la fibre musculaire. C'est-à-dire qu'elles remontent du stade de cellules différenciées au stade de cellules indifférenciées pluripotentes. Oui, pluripotentes. Si elles remontaient dans le temps. Elles remontent dans le temps. Elles se dédifférencient. Elles sont capables de refaire une embryogénèse. Et d'ailleurs, pour refaire cette embryogénèse, eh bien, elles font appel à des gènes qui sont activés lorsque, à partir de l'embryon de la salamandre, poussent les bourgeons de membres et se forment les membres. Donc on revient à une nouvelle embryogénèse au niveau local. Je vais vous montrer quelque chose qui est assez saisissant et qui montre que au cours de la régénération, comme au cours du développement embryonnaire, les cellules ne se comportent pas comme si elles étaient seules, ne se comportent pas d'une manière autonome. Elles se comportent en fonction de l'environnement dans lequel elles se trouvent, c'est-à-dire des cellules voisines. Vous voyez ici, on a deux séries de régénération. Et là, on a l'échelle de temps. Là, on n'a coupé que la partie distale du membre. C'est-à-dire qu'on lui a enlevé la main et une partie de l'avant-bras. Là, on a coupé la main, l'avant-bras et une grande partie du bras. Et vous voyez, au cours des jours, la régénération des deux types de moignons.
Et ce qu'on observe, c'est qu'au bout de 70 jours, on a régénéré les deux. Il a fallu la même durée pour régénérer seulement la main et une partie de l'avant-bras que pour régénérer la totalité. Ce qui veut dire qu'il y a une régulation. Oui, ça demande le même temps, au fond, pour arriver au bout du processus, qu'il s'agisse de refaire quasiment l'ensemble du membre ou seulement la partie la plus extrême. Tout à fait, tout à fait. Donc il y a là une sorte de régulation temporelle des mécanismes et qui font intervenir bien sûr la prolifération cellulaire. Mais qu'est-ce qui reste de ces phénomènes de régénération chez nous, chez l'homme? Il reste un phénomène qui d'ailleurs est spontané dans l'espèce, c'est la genèse de jumeaux qui dérivent du même œuf. On appelle ça des jumeaux monozygotiques. On peut en distinguer deux catégories, les jumeaux qui se produisent par séparation des deux premières cellules qui résultent de la division de l'œuf. Dans ces conditions, on voit se développer à partir de chacune des cellules un embryon tout à fait normal qui est muni de sa masse de cellules internes qui donneront naissance à l'embryon lui-même et puis de sa couche de cellules périphériques qui vont donner le trophoblast, c'est-à-dire le placenta. On aura deux embryons qui seront tout à fait entiers, qui vont se développer simultanément dans l'utérus de la mère et donner naissance à deux jumeaux qui seront génétiquement identiques. On peut avoir le même résultat, c'est-à-dire deux jumeaux génétiquement identiques, lorsque la division du germe se produit un petit peu plus tard, se produit au moment où la masse cellulaire interne, qui donne naissance à l'embryon, se divise. C'est le cas ici. Dans ce cas-là, évidemment, cet événement se fait à l'intérieur d'un seul et même placenta. Par conséquent, dans ce cas-là, on aura deux embryons qui seront aussi génétiquement identiques, mais qui auront un placenta unique. C'est des jumeaux monoplacentaires. Vous voyez par conséquent que la plasticité et la capacité de régulation, eh bien, cette capacité de régulation, elle existe aussi chez les mammifères et chez l'homme. Mais très précocement, alors ça veut dire que au niveau de l'embryon, on a gardé cette possibilité et c'est ce qui reste de la planaire en moi, mais ça se perd en cours de route. Ça se perd pas complètement parce que nous avons des cellules souches qui sont dans notre corps, comme je l'ai évoqué tout à fait au début.